Là, c'est S. Là, un point N1 et là, un point N2. La fréquence ici, F, c'est 100 Hz. La longueur du fil, ou de la corde, c'est L est égal à 40 cm. La masse de la corde est 1 gramme. Ici, il y a un poids P dont l'intensité c'est 1 newton. Une masse dont son poids, ça sera 1 newton pour faciliter. Oui. Oui, là, on n'aura pas toujours je schématise uniquement cette lame vibrante. Je peux, dans notre laboratoire, nous avons un diapason, mais on peut avoir une lame toute seule. Et même dans les exercices, on ne retrouvera que ce schéma-là. Parce que celui-là, comment? Quel objet? Tu es là. Pour que la corde soit tendue, nous avons parlé de la vitesse de propagation, c'est la racine carrée de quoi? De F sur mu. Là, voici le schéma que nous avons. La lame vibrante, là, et là, une poulie, au lieu de mon doigt, c'est la poulie. Une poulie, et là, pour que le fil soit tendu. D'accord? On donne la vitesse de propagation de l'onde dans un fil et la racine carrée de F sur mu. Mu, c'est quoi? La masse linéique. Avec, je rappelle que mu, c'est M sur L. Je donne tous les données. D'accord? Première question. On éclaire la corde à l'aide d'un stroboscope. Donner les fréquences FE qui permettent, s'il vous plaît, d'observer une immobilité apparente.
Deuxièmement, avec une fréquence FE est égal à 25 Hz, s'il vous plaît, essayez d'écrire on obtient donc question de 1. Calculer la vitesse de propagation, c'est de 1 de propagation de l'onde C pardon, là nous avons demandé en éclair calculer la vitesse de propagation de l'onde, là je rectifie, c'est C. À partir des données là c'est pas donné de déterminer la longueur d'onde lambda et la schématiser sur le schéma précédent. À partir s'il vous plaît, à partir de A. Troisièmement, sachons que x1 abscisse de M1 abscisse de M1 et x2 abscisse de M2
tel que x1 est égal à 20 cm et x2 est égal à 25 cm. 3a. Comparer les états de vibration de M1 et S et M2 et S. Et 3,2, ça sera la dernière question. En déduire l'état de vibration, comparer, en déduire en réalité. En déduire l'état de vibration de M1 et M2, ou donner, en déduire une comparaison de l'état de vibration entre M1 et M2. Espérons que ce que nous venons de voir pendant cette séance sera utile pour répondre à ces questions, ou plutôt que ces paragraphes ont été bien assimilés. Et appliquer ces questions-là. Ça y est, Donc, je relis de ce côté-là. De 1, calculer la vitesse de propagation de l'onde C à partir des données. De 2, déterminer la longueur d'onde lambda et la schématiser sur le schéma précédent, celle-là, à partir de A, du point A. Troisièmement, sachant que x1 abscisse de M1 et x2 abscisse de M2, tel que x1 20 cm et x2 25 cm, comparer les états de vibration de M1 et S, puis M2 et S. Par la suite, en déduire l'état de vibration de M1 et de M2. Son calcul, mais uniquement à partir de la question 3.1. Alors, pour la première question, on éclaire la corde à l'aide d'un stroboscope. Donner la fréquence FE ou les fréquences FE qui permettent d'observer une immobilité apparente. Quelle est cette condition? Nous avons écrit une phrase. Comment? Non.
la persistance de l'œil, tout était uniquement pour comprendre ce que se passe. Ces explications doivent être restées un peu à l'écart du cours et des exercices. Là, nous avons dit que la condition d'obtention d'une immobilité apparente est que entre T est égal à K, KTE, où NE est égal, c'est la relation qu'on va utiliser. Entre deux éclairs, le phénomène réalise un nombre entier de périodes. D'accord? Donc, premièrement, nous avons écrit que TE est égal à KT, ou d'une autre façon que F est égal à K, quoi? FE. Ces deux relations doivent être apprises d'une façon claire et nette. Une fois qu'on parle d'une immobilité apparente, il doit apparaître ces deux relations. D'accord? Et nous avons dit qu'il y a plusieurs fréquences qui donnent l'immobilité. Et une seule qui correspond à la fréquence de phénomène étudié, qui nous rappelle vous avez l'habitude de voir ce qu'on écrit, je pense, ou vous écrivez uniquement pour archiver ou pour revoir par la suite. Normalement, avant d'arriver à ce cours, on doit revoir et comprendre ce que nous avons écrit pendant la séance précédente. D'accord? Je reprends la phrase que nous avons écrite. J'ai dit que pour avoir il y a plusieurs fréquences données par le stroboscope qui permettent de voir une immobilité apparente. Une seule de ces fréquences correspond à la fréquence de phénomène étudié. C'est la plus grande fréquence. Et rappelez-vous que nous avons écrit FE est égal à F sur K. Regardez vos cahiers. Et nous avons donné, il y a une égalité entre les deux lorsque K est égal à 1. Donc pour nous, quelles sont les fréquences? On fera FE est égal combien? C'est 100. Donc ça sera... Non. Dans cet exercice, on sait quelle est la fréquence de phénomène. La question est posée sur quoi? Sur les fréquences susceptibles de donner une immobilité apparente. D'accord? C'est l'inverse. Donc si nous avons une égalité là, on peut demander celle-là ou celle-là. En réalité, on devra avoir une fréquence qui n'est pas connue. Il nous donne la gamme de fréquences de stroboscope et on arrive à avoir des valeurs. Là, c'est le contraire. Ça sera F sur K. Et je donne FE est égal, c'est 100 sur 1, c'est combien? C'est 100. Avec K appartient à N étoiles. Et vous me donnez les valeurs 2, ça sera 50. 3, ça donne 33,3 Hz. 4, 25. Quoi d'autre? 5 et ainsi de suite. Normalement, l'exercice, dans cette question, on donne que la gamme de fréquences de stroboscope est entre 200 et 10 Hz. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Généralement, ça dépend des valeurs. On va noter jusqu'à 10. Sachant que cette fréquence elle est comprise dans un intervalle entre 200 et 10 Hz. Ça veut dire la dernière valeur qu'on aura, c'est 10. Je redis. Normalement, dans cet exercice, avec cette question, ils doivent nous donner quel est l'intervalle de fréquence de cet stroboscope.
il a une plus grande valeur, il a une petite valeur. Pour compléter, pour que notre question soit précise, j'ai ajouté à l'exercice que la fréquence de stroboscope, elle est comprise entre 200 Hz et 10 Hz. Donc la dernière, ça sera 10, puisque 100 divisé par 10, ça donne 10. On n'aura pas donc 25, on continue à par 5, par 6, par 7, par 8, par 9, et la dernière, ça sera par 10 qui donnera 10 Hz. Je reprends ce que nous avons dit dans le cours. Toutes ces fréquences-là permettent d'avoir une immobilité apparente. Laquelle est celle du phénomène? C'est celle-là, la plus grande. Rappelez-vous bien, c'est celle-là. La fréquence, la plus grande valeur qui permet d'avoir une immobilité apparente, c'est celle qui correspond au phénomène étudié. Oui? Comment on peut savoir la valeur de K? Comment? On peut savoir la valeur de K. Qu'est-ce que nous avons dit dans le cours? Et même là, c'est quoi? Il appartient à une étoile. Ça veut dire qu'il commence par 1 et l'infini. Ce sont des nombres naturels. Mais qui limite? C'était la remarque que je viens de dire. Qui limite? C'est la gamme de fréquences de stroboscope. Il a une plus grande valeur et une petite valeur. Pour faciliter la réponse là, j'ai ajouté qu'il n'est pas là normalement. On doit mettre ici, sachant que l'intervalle de fréquence de ce stroboscope est limité par 200 et 10 Hz. Donc, je vais commencer par 100 divisé par 1 et jusqu'au arriver à la plus petite valeur comme fréquence donnée par le stroboscope. Donc, toujours, tu auras à prendre des valeurs à K de 1 jusqu'à la plus petite valeur qui va limiter cet intervalle. D'accord? Ce sont plusieurs fréquences qui donnent cette immobilité. D'accord? On passera à la deuxième question. Oui? Pour savoir FE, on divise la plus grande fréquence, la plus grande valeur de fréquence, sur quoi? Là. La relation, elle est là. D'accord? Comment on va l'utiliser? Qu'est-ce que je vais garder de ce côté-là? Ça dépend de la question. D'accord? Généralement, dans les exercices, on sait d'avance la fréquence. Ou parfois, il nous donne ces valeurs-là. Je peux changer la question ici et dire, et je ne donnerai plus le 100 Hz là. Je reprends un exercice d'une façon pour bien comprendre. En éclairant la corde à l'aide d'un stroboscope, on observera une immobilité apparente avec les fréquences suivantes. 100, 50, 30, ainsi de suite. La question sera quoi? Quelle sera la question? Déterminer la fréquence de l'onde. Comment tu vas répondre? La fréquence est égale à K fois. D'accord? Et donc, est égal à K fois FE, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la fréquence de stroboscope, je peux obtenir une immobilité apparente par plusieurs fréquences. Et comment je vais déterminer la fréquence du phénomène que j'étudie? Je prendrai la plus grande valeur de celle-ci. D'accord? Je prendrai 100. Là, dans cet exercice, on sait d'avance la fréquence. Ils nous ont demandé quelles sont les fréquences adéquates qui donnent une immobilité apparente. D'accord? C'est où il réside la difficulté là. Je ne sais pas où. Quelle est la question? Oui. Moi aussi, je n'ai pas compris d'où vient 15, 33. Oui. J'ai compris la relation, mais je n'ai pas compris d'où vient cette relation. Donc, le phénomène que nous étudions, au cours de l'expérience, je vous dis que je peux régler avec ce bouton-là
de stroboscope, je règle et j'observe une immobilité avec différentes valeurs de fréquence. Normalement, au cours de séances au cours de l'expérience, vous voyez uniquement la tâche. Vous ne voyez pas ce que je fais avec ce bouton. Mais j'arrive à avoir une immobilité avec plusieurs valeurs de fréquence. C'est-à-dire, un stroboscope permet d'avoir une immobilité avec plusieurs valeurs. D'accord? Comment connaître ces valeurs? Il y a une relation mathématique. Ça veut dire que la fréquence du phénomène étudié, c'est un multiple de fréquences de stroboscope. Donc là, ce que nous avons fait, on a appliqué cette relation d'une façon mathématique. Je sais d'avance la fréquence de phénomène étudié qui est 100. Et en revanche, on me demande quoi? Quelles sont les fréquences de lorsque j'utiliserai ce bouton, quelles sont les fréquences que j'ai choisies pour voir ce phénomène-là? Donc là, je peux avoir une immobilité avec 100, lorsque je mettrai le bouton, l'indicateur avec le 100, avec 50, avec 25, et ainsi de suite. D'accord? C'est comme en mathématiques, nous avons une équation. Et cette équation, sa solution, c'est que, par exemple, une équation de second degré, combien, théoriquement, il y a de solutions? Généralement 2. Ou une solution double. Ça dépend de delta. Donc x1 c'est moins b plus moins racine de delta sur 2a. Donc combien on a de possibilités? 2. Donc même équation nous donne possibilité de 2. Nous avons une relation mathématique qui donne la possibilité de plusieurs. Ces plusieurs théoriquement sont limités par la gamme que nous avons. D'accord? Il y a une grande valeur, il y a une petite valeur. D'accord? Donc on passera à la deuxième question. Avec une fréquence de FE est égale à 25 Hz, on observe cette courbe. Et vous voyez là, dans cette question, nous avons 25. Qu'est-ce qu'il nous donne 25? Normalement, la question qui doit être, qu'est-ce qu'on va observer avec une fréquence FE est égale à 25? Comment? On va avoir une immobilité apparente. Là, le 25, il est là. Mais ça ne représente pas la valeur de la fréquence de phénomène étudié. Normalement, il doit être une question à l'avance. Qu'observe-t-on avec une fréquence FE de 25 Hz? Et vous revenez à cette réponse. Et vous dites, puisque 25, elle est dans le domaine de l'immobilité apparente, on observera une immobilité apparente de la corde. D'accord? Mais ce n'est pas la question. On obtient, il nous dit, calculez d'abord la vitesse de propagation de l'onde. C. Oui, 2, 1. On utilise quoi? La relation. C est égale à la racine carrée de F sur mu. La vitesse F, c'est la tension du fil, que correspond à quoi ici? À P. Donc cette masse qui est dans là, est égale à la racine carrée de P sur mu. Donc P c'est combien? C'est 1 newton, mu ça sera M sur L, ça sera 1 gramme, en kilogramme c'est 10 moins 3, divisé par 40 fois 10 moins 2, d'accord? Et ça donne combien? Je ferai l'application sur la relation C est égale à 1 sur 40 fois 10 moins 2 sur quoi? Sur M qui est 10 moins 3. Ça donnera la racine carrée de 400, c'est 20. C'est 20 mètres par seconde. Oui. F, c'est la force
là, il y a une tension. Ce fil-là, ce fil-là, il est tendu. Comment la masse là, si j'enlève la masse, est-ce que le fil va rester tendu? Non. Donc il est soumis à une force F. La relation qui donne la célérité de la propagation de l'onde, c'est une relation qui est donnée comme ça, c'est la racine carrée de F, la force avec laquelle, soit comme ça, soit qu'on la garde comme ça, et la force, ça sera sur le poids, soit on utilise une poulie, et vous avez vu en tronc commun que la poulie, lorsque son rayon est petit ou sa masse est négligeable, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la poulie? Elle change. La poulie, c'est... vous l'avez déjà représenté comme ça, vous en tronc commun. Oui, en train de tourner comme ça. Donc, une poulie, elle change la direction d'une force sans changer son intensité. C'est là, normalement, il doit être F comme ça, F1, F2. Mais pour nous, celle-là, il y a une force là, une force là. Et en succession d'équilibre, celle-là est égale en intensité à celle-là, celle-là en intensité à celle-là, et celle-là en intensité à celle-là, et ainsi de suite. Donc, cette force-là, qui rend la corde tendue, SL, est égale au poids de la masse accrochée dans l'extrémité. Demain, Inch'Allah, je passerai voir vos réponses sur ces questions qui restent pour demain. D'accord? Donc, correction de l'exercice d'application. D'accord? Rappelez-moi la question sur je vais essayer de... Ça y est, on commence. S'il te plaît, tu changes de place. Tu viens ici. Oui. Viens là, en face de moi. Et en face du tableau. Oui. On n'est pas assez nombreux, donc il vaut mieux de s'asseoir face au tableau plutôt que essayer d'avoir cette habitude. Essayez de s'asseoir en face du tableau. Voilà. Et c'est pas la peine de commencer par les derniers sièges. Essayez de vous approcher au tableau la prochaine fois. Donc, je prends ton cahier. Calculer la vitesse de propagation de l'onde C à partir des données. Nous avons répondu à cette question. De déterminer la longueur d'onde lambda et la schématiser sur le schéma précédent à partir du point A. C'est là où on s'est arrêté. Puis on nous demande, sachant que X1, là, je ferai... vous me donnez question par question par la suite. Donc, pour schématiser une longueur d'onde, c'est un exercice d'application. C'est-à-dire, on applique ce que nous avons étudié pendant cette séance. Mais l'exercice s'est étalé sur 2 séances, la séance précédente et celle-là. Donc, qui me rappelle la définition de la longueur d'onde que correspond à la question précédente? On a écrit, on a donné combien? 2 définitions pour la longueur d'onde et 2 définitions pour la période, n'est-ce pas? Oui. Donnez-moi une définition, n'importe laquelle. Non, c'est la relation mathématique. Si je veux cette relation, je demanderai donner la relation qui lie
tel ou tel. Non. Quelle est la définition de la longueur d'onde? Oui. C'est la distance qui sépare les points successifs au même état de... C'est très bien. C'est la définition qu'on va utiliser pour résoudre cette question. L'autre définition, c'est quoi? Oui. C'est la longueur qui correspond à une période. C'est la longueur qui correspond à une période. D'accord. Une autre, ça c'est la tienne. C'est pas... Oui, mais elle est juste. La deuxième que nous avons écrite, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période. Ou pas? Nous avons écrit cette phrase. Donc, les deux définitions, ils vont être choisis selon l'exercice ou la question posée. Celle qui correspond à notre question, c'est que la longueur d'onde est la distance qui sépare deux points consécutifs qui ont le même état de vibration. D'accord? Donc, le schéma que nous avons pour l'exercice était de cette façon-là. Là, c'est X, là, c'est Y en fonction de X, un instant T donné. Et c'était là le point A. Pour définir deux points de même état de vibration, nous devons s'assurer de deux choses. Lesquelles? Ah oui, je pense que deux choses pour dire que deux points vibrent en phase ou ont le même mouvement de vibration. Là, non. Il a dit deux choses pour avoir le même état de vibration. Ce n'est pas pour représenter la longueur d'onde. Ils doivent avoir même élongation, la première des choses. C'est-à-dire, je dois tracer une ligne parallèle là. Et donc, ça sera le point d'intersection de cette ligne en pointillé avec la courbe. C'est la première des choses. Soit celle-là, soit ainsi de suite. Deuxième point qui doit être, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. La deuxième qui donnera l'unique réponse, oui? Non, ce n'est pas la distance. Le même mouvement, c'est-à-dire, ils auront le même mouvement ultérieur au postérieur. Si je prends, là c'est A. Si je prends ce point-là, c'est pas le même mouvement. Mademoiselle, pourquoi ce point et ce point n'ont pas le même mouvement? Oui. Malgré que tu es venu un peu en retard, un petit peu, oui. C'est l'occasion de comprendre deux points qui ont le même état de vibration. Ça veut dire quoi? Tout point, nous avons énoncé une phrase qui nous aide beaucoup dans ce domaine-là, c'est tout point reprendra le mouvement de points qui le précèdent. C'est-à-dire celle-là, elle va bientôt reprendre le mouvement de ce point. C'est-à-dire remonter vers le haut. Et celle-là, elle va prendre le mouvement de ce point qui est vers le bas. Donc, ils n'ont pas le même état de vibration. Donc, celle-là. Donc, ce point-là, c'est A'. Et on notera lambda. La question, on ne demande pas de justifier. Seulement, on est en train d'appliquer ce que nous avons vu. Normalement, si j'arrive à représenter, je représente de la lambda, la réponse, elle est admise, d'accord? Donc, vous schématisez sur vos cahiers cette longueur d'onde. Puisque A, on notera que A et A'
ont même état de vibration, même état de vibration, ou en phase. Essayez d'apprendre les mots techniques qu'on utilise. D'accord? Parfois, je réaménage la classe. Oui, approchez ici, s'il vous plaît. Les deux derniers. Oui. Vous laissez ces deux tables pour laisser la vision, mais normalement vous devez vous asseoir là et vous serez d'accord. La prochaine fois, essayez de prendre les deux premières places là. Essayez de prendre là, changer de pour les filles. De derrière. D'accord. Ici et là. Là. De ce côté, de ce côté. Ensemble, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Allez. Donc on continue. La question suivante. Donnez. Oui. Y a-t-il une question? Non. La question 2-3. Quoi? Qu'est-ce que nous ont dit? Représenter, puis... Ah oui, déterminer la longueur. Donc, quelle est la relation qu'on va utiliser? Nous avons déjà la vitesse, nous avons la fréquence donnée au départ, donc c'est égal lambda fois n. Application numérique, c'est égal lambda, c'était combien? 20 cm. Lambda, pardon. J'ai pas devant moi l'énoncé. Donc lambda, ça sera C sur n. Qui est égal, combien? C'est 20. 20 sur 100. Ça donne F. La fréquence, elle est donnée. C'était 100. 25. Non, c'est pas 25. Regardez le schéma. Le schéma. C'est au-dessous, je l'ai écrit, au-dessous de la lame vibrante. C'est 100. Mais ce 25-là, c'est quoi? C'est une question, on nous a dit, en appliquant une fréquence de 25 Hz, nous observons cette courbe. C'est-à-dire, nous avons uniquement vu une immobilité apparente. D'accord? Mais la fréquence, c'était 100. Donc, ça sera 0,2 mètres. C'est-à-dire 20 cm. D'accord? Donc la question, c'était la question 2-3. 2-2. Où on ne demande que schématiser la longueur d'onde et de calculer sa valeur. Voilà, 2-2. Maintenant, 2-3. Quelle est cette question? Oui.
D'accord. Il nous a donné 2 points. Les abscisses des abscisses. Le premier point, c'est nommé M1. M1, où X1 est égal combien? 20 cm. Et M2, où X2 est égal 25 cm. Il nous demande de comparer l'état de vibration, de comparer le mouvement entre S et M1, puis S et M2, et ensuite en déduire l'état de vibration de M1 et M2. La déduction, c'est 3,2. Donc, comment donc, pour comparer S, la première S M1 sur lambda, on calcule ce rapport-là, ça sera X1 moins 0, c'est X1 sur lambda, c'est-à-dire 20 sur 20. Ça donne 1, d'accord? 0,2 sur 0,2, ou 20 sur 20. J'ai converti, soit j'utilise là 0,2 mètres, 0,2 mètres sur 0,2 mètres, ou 20 cm sur 20 cm, c'est la même chose. Si vous voulez bien qu'on utilise l'unité internationale, c'est un rapport de toute façon, l'unité n'aura aucun changement sur ce calcul, puisqu'il se simplifie. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, SM1 est égal à K lambda, avec K est égal à 1. Donc, S et M1 sont en phase. Donc, S et M1 sont en phase. De la même façon, on aura SM2 sur lambda, ça donne X2 sur lambda, c'est-à-dire 25 divisé par 20, 1,25. Normalement, non. Normalement, en quadrature de phase, normalement, la valeur de X2 doit être égale, on prendra 30. Là, nous avons dit au cours du cours que ce rapport-là, on aura uniquement soit des valeurs entières, soit des valeurs demi-entières, c'est-à-dire 0,5. Là, on aura 0,25. Donc, il vaut mieux, l'exercice normalement doit avoir ici, vous changer. Pour, là, c'est 30. On aura 30, on écrira 30, parce que dans notre programme, 1,25, on ne donne pas cette comparaison. On peut les comparer. Il y a en quadrature de phase, mais ici, on ne parlera pas de cet état-là. Soit en phase, soit en opposition de phase. D'accord? Donc, vous rectifiez la distance, au lieu d'avoir 25, vous mettez 30. Et pour avoir 1,5. Donc, on écrira que S et M1 sont en opposition de phase. Comment? S et M, oui. D'accord? Donc, l'abscisse du point M2 devra être X2 égale à 30 au lieu de 25, afin d'utiliser ou d'appliquer ce que nous avons vu, soit en phase, soit en opposition de phase. Donc, 3,2 qui peut déduire
une comparaison entre M1 et M2. C'est une petite logique. On étudiera une petite logique là. Comment? Les deux points M1 et M2 sont en opposition de phase. Oui, comment? Puisque S et M1 sont en phase et S et M2 sont en opposition de phase. D'accord. Donc là, puisque S et M1 en phase et M2 sont en opposition de phase, c'est comme si M1, ils ont un état de vibration identique en S et M1. Donc M2, ça sera aussi en opposition de phase avec M2. Une petite phrase. Puisque S et M1 sont en phase, on en déduit. Donc on en déduit. On en déduit, c'est 3, 2. On en déduit que M1 et M2 sont en opposition de phase. En opposition de phase. Deux points sont en opposition de phase avec un autre point, sont obligatoirement en opposition de phase. Deux points, l'une en phase et l'autre en opposition de phase, seront automatiquement en opposition de phase entre eux. S'ils sont tous les deux en opposition de phase, quels sont les cas qu'on peut avoir là? Un petit espace de logique en mathématiques. On peut avoir les deux en phase, ça veut dire que M1 et M2 sont en phase. Les deux en opposition de phase avec une opposition de phase, ça veut dire quoi? Sont en phase, donc vous avez étudié la logique. D'accord? Donc on peut avoir des cas différents et essayer d'appliquer cette logique.